Est-ce que vous connaissez l'échelle VEI? VEI, ça signifie Volcan Explosivity Index. Pour faire simple, l'échelle VEI, c'est comme l'échelle de Richter, mais pour les volcans. Cette échelle permet de situer la gravité d'une éruption volcanique sur un score allant de 0 à 8. Le niveau 0, c'est ce qu'on appelle une éruption hawaïenne. Ce sont des éruptions sans explosion, avec juste un petit nuage de fumée et avec une coulée de lave sur quelques dizaines de kilomètres. Ce genre d'éruptions arrive quasiment quotidiennement et sont généralement sans gravité. Le niveau 4, ce sont les éruptions dites vulcaniennes ou pléniennes. Là, on est sur des explosions bien plus importantes, celles qui envoient un nuage de fumée dans le ciel à plus de 25 km de hauteur et qui éjectent jusqu'à 100 millions de kilomètres cubes de débris et de lave. Ce genre d'éruption arrive en général tous les 10 ans, et pour ceux qui s'en souviennent, on a eu un bon exemple de ce type d'éruption en Europe il y a quelques années. 2010. Le volcan Eyjafjallajökull en Islande s'est réveillé après plus de 187 ans d'inactivité. L'éruption a commencé en mars 2010 et après d'intenses coulées de lave, des nuages de cendres volcaniques qui fonçaient droit sur l'Europe et un trafic aérien mondial totalement perturbé, pour les experts, l'éruption s'est officiellement terminée en octobre 2010. Durant cette période, ce sont plus de 200 millions de tonnes de cendres qui ont été expulsées dans l'air par le volcan islandais. Et là, on n'est qu'au niveau 4. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui commence également par une éruption. Vous avez vu ce que ça donne quand on fait face à une éruption de niveau 4 sur une échelle VEI qui va de 0 à 8. Maintenant, imaginez si vous n'étiez pas au niveau 4, mais au niveau 7. Le genre d'explosion qui arrive tous les 1000 ans, et la dernière a eu lieu en 1816. Bon, je vous ai peut-être un peu menti. L'éruption n'a pas eu lieu en 1816 mais en 1815. Cependant, la majorité de ses conséquences sur le monde se sont faites ressentir l'année qui a suivi. Mais bref, je vous présente lui. Le volcan que vous survolez, il est indonésien et il s'appelle Tambora. En 1815, il a déjà un âge très avancé et il s'apprête, en ce début du mois d'avril 1815, à créer un énorme bordel. On est le 5 avril 1815 et le Tambora, endormi depuis plus de 1000 ans, décide de sortir de son repos. Et si nous, de notre côté, quand on se réveille, on peine timidement à sortir du lit, on se fait un café et on dit bonjour au chat, le Tambora, lui, il préfère les nuées ardentes, les tsunamis, les pluies de cendres volcaniques et la projection de plus de 60 km3 de débris rocheux à forte densité. Autrement dit, des roches volcaniques qui atterrissent un peu partout en Indonésie. La violence de l'éruption est telle qu'elle va littéralement scalper le volcan. Avant l'éruption, il culminait à plus de 4300 mètres d'altitude. Après celle-ci, il va perdre plus d'1 kilomètre de hauteur en raison de la violence de l'explosion. C'est, pour les chercheurs et les volcanologues, l'une, si ce n'est la plus violente éruption de l'ère moderne. En Indonésie, plus de 117 000 personnes vont perdre la vie en raison de l'explosion ou des conséquences qu'elle a pu entraîner. Et puis vous vous en doutez bien, mais quand une éruption de cette ampleur a lieu, elle ne va pas bouleverser que son pays d'origine. On parle quand même d'un nuage volcanique, c'est-à-dire formé de gaz chaud et de cendres qui va voler et se disperser à 33 km du sol. C'est quand même 110 fois la hauteur de la tour Eiffel. Vous imaginez un petit peu la hauteur de ce nuage, mais surtout son impact sur l'atmosphère de la Terre. Maintenant, imaginez que ce nuage se soit formé 2 fois en l'espace de 5 jours. Vous avez donc un nuage d'une taille difficilement définissable, mais qu'on pourrait décrire comme gigantesque, qui est en train de s'étirer dans l'atmosphère. Un nuage formé de cendres, de particules fines, de gaz chaud et de dioxyde de soufre, ou SO2. Le dioxyde de soufre, c'est un gaz incolore qui se développe dans l'air, et qui, lorsqu'on l'inhale, est toxique pour l'organisme. Dans notre cas, après l'éruption du Tambora, un très grand nombre de ces particules s'est envolé
a rejoint la stratosphère et y est resté en suspension, formant un voile réfléchissant, empêchant les rayons du soleil de parvenir entièrement jusqu'à la Terre. Sauf que là, on n'est pas à l'ère des dinosaures. On n'est pas à l'ère des premiers hommes non plus, on est vraiment bien plus proche de notre époque moderne. On est en 1816, début du 19e siècle. Et donc, tous ces changements climatiques vont impacter les sociétés du début du 19e siècle partout dans le monde. Commençons par nous déplacer de quelques centaines de kilomètres pour atteindre l'Amérique du Nord. L'année 1816 pour les Nord-Américains commence dans des conditions climatiques plutôt clémentes. L'hiver est plus doux que la normale, ce qui à cette époque laisse envisager un été plutôt bon pour les récoltes et la culture. Pourtant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet hiver si doux est directement relié à l'éruption du Tambora. Mais à l'époque, même si la science était avancée, ils n'avaient pas de mesures possibles pour comprendre les vrais impacts de l'éruption ailleurs qu'en Indonésie. Une fois ce bel hiver passé, l'optimisme est de rigueur dans cette région du monde. Mais l'été arrive et rien ne se passe comme prévu. En mai 1816, soit plus d'1 an après l'éruption du Tambora, plusieurs récoltes des États-Unis mais également du Canada sont ravagées par le gel et le froid. Puis, en juin, 2 grands blizzards vont faire leur apparition dans la partie est du Canada et nord-est des États-Unis, provoquant plusieurs morts. Dans certaines villes canadiennes comme à Québec, on peut compter jusqu'à 30 cm de neige début juin. À cette époque, et dans cette partie du monde, les normales de saison sont plutôt autour de 20 à 25 degrés. C'est donc totalement anormal d'avoir de la neige à cette période de l'année. Et surtout, sur une telle quantité et sur une durée aussi longue. Dans la ville de Boston, à la même période, on observera un changement drastique dans les températures en seulement 2 à 3 jours, où on passera de 34 degrés à des tempêtes de neige. Le mauvais sort ne s'arrête pas là, puisque juillet et août restent sur la même dynamique. Tout ça à cause de ce nuage de dioxyde de soufre qui ne laisse passer que de temps à autre les rayons du soleil. Vous dites bien que du coup, cet été qui s'annonçait plutôt clément, au final, en termes de récolte et de culture, c'était plus compliqué que prévu. Je vous ai parlé des États-Unis et du Canada, mais en Europe, en 1816, on va battre des records de froid. En France, la température moyenne sur l'été va baisser de 3 degrés, ce qui sur un été entier fait une énorme différence. Et on verra même tomber en Hongrie et en Italie, en juin et en juillet, des chutes de neige rouge teintées par les cendres volcaniques du Tambora. D'après les données récoltées par l'Observatoire de Paris, l'été 1816 n'a compté que 2 semaines de beau temps sur 13. Alors tout ça c'est bien joli, mais vous vous doutez bien que en plus de cette dimension environnementale, il va y avoir d'autres bouleversements dans chaque continent. Vous l'aurez compris, la fameuse année sans été, l'année 1816, n'a pas été de tout repos. Et si on retournait là où tout a commencé ? L'archipel indonésien. En plus des dizaines de milliers de morts engendrés directement par l'éruption sur l'île de Sumbawa, cette île, ainsi que les îles voisines de Lombok, Bali et Java, sont victimes de tsunamis et d'une obscurité très importante pendant plusieurs jours. L'eau de l'archipel est quant à elle contaminée par les cendres expulsées par le volcan, et sa consommation devient dangereuse. Les récoltes se fanent sous plusieurs centimètres de cendres, la famine guette derrière la porte de chaque foyer, et plusieurs familles sont obligées de faire des choix terribles pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Des choix incluant le sacrifice d'un des membres de la famille pour pouvoir nourrir les autres. Je vous épargne les détails. Les récoltes ne reprennent qu'en 1821. Soit 6 années après l'éruption. 6 ans sans récolte, ou en tout cas avec des rendus très faibles, notamment sur l'île de Sumbawa. D'ailleurs, cette île va voir sa population réduite de moitié, de nombreux survivants choisissant d'émigrer vers les îles aux alentours. Certains survivants vont même aller jusqu'à se faire vendre eux-mêmes en tant qu'esclaves pour être emmenés loin de ces îles maudites. Politiquement, cette catastrophe a entraîné l'effondrement de nombreuses structures politiques. Et l'Indonésie est devenue un pays instable où vivre était très compliqué. Déplaçons-nous vers le nord-ouest de l'archipel pour atteindre le golfe du Bengale, autour duquel se trouvent plusieurs pays comme le Sri Lanka, le Bangladesh ou encore l'Inde. Là-bas, les récoltes vont également être touchées, de manière moins importante, certes, mais suffisamment pour impacter la vie de millions de personnes.
Ce qui va se passer dans cette zone-là du monde, c'est qu'à cause des dérèglements climatiques entraînés par l'éruption du Tambora, certaines maladies vont se renforcer et se mettre à pulluler dans cette zone géographique. C'est le cas du choléra, le golfe du Bengale devenant foyer d'une grosse épidémie en 1818 qui va se propager en Inde, en Chine et qui ira même jusqu'au Japon. On compte, à cause de cette épidémie, plusieurs centaines de milliers de morts. Ces morts ont été causées de manière indirecte par l'éruption du Tambora. Vous voyez donc que du côté de l'Asie, c'est un bordel sans nom. Les récoltes sont détruites, les maladies pullulent et les familles sont au bord du gouffre. Les conséquences liées à l'éruption sont terribles et elle a entraîné une réaction en chaîne à l'échelle mondiale. D'ailleurs, qu'en est-il de notre côté du globe ? En Europe, tout est perturbé. L'ensoleillement va être très différent des années précédentes et ça va se ressentir sur les récoltes. De plus, la pluie va également se joindre à la fête, détruisant des récoltes de divers produits comme le blé, le seigle ou encore le raisin. Le pire, c'est que quelques années avant, en 1811, une grande canicule avait ravagé l'Europe, détruisant déjà une bonne partie des récoltes. Du coup, certains produits vont devenir plus rares et leurs prix vont donc augmenter. En France, par exemple, en seulement 2 ans, le prix du froment va augmenter de 20% et celui du seigle et de l'avoine va augmenter de 13%, des denrées extrêmement importantes pour l'époque. Et pour rester en France, on est 20 ans après la Révolution française. Le pays est en pénurie, le peuple est affamé, donc le peuple se révolte. Plusieurs émeutes ont lieu notamment dans l'est de la France et dans le sud du bassin parisien. Mais les Français ne sont pas les seuls à s'insurger. Au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, les conséquences économiques sont similaires, avec des récoltes détruites, donc des augmentations de prix sur certaines denrées, et donc un peuple affamé qui se révolte. Des solutions sont trouvées progressivement, notamment en important par voie maritime ou par voie terrestre du blé de Russie, un pays où l'éruption a eu, semble-t-il, un impact moins important. Le souci de la nourriture est donc partiellement réglé, mais un autre problème va faire son apparition. Si du côté de l'Asie, c'est le choléra qui a profité de ce désordre mondial pour se propager, du côté de l'Europe, c'est le typhus qui prendra un malin plaisir à ronger les foyers français, allemands ou encore irlandais. Il n'y a plus rien à manger dans les campagnes, donc les familles se déplacent dans des villes moins impactées. Elles se retrouvent dans des logements surpeuplés, l'hygiène se dégrade à cause de la pauvreté, et c'est ainsi que les maladies vont pulluler. Et donc on va parler de plusieurs centaines de milliers de morts en Europe à cause d'une éruption en Indonésie, de l'autre côté du globe. Les conséquences sont les mêmes du côté du Canada et des États-Unis. Certains États américains vont même aller jusqu'à perdre 90% de leurs récoltes durant l'année 1816. Des hivers extrêmement froids vont se succéder et dans certains ports canadiens, les bateaux vont avoir du mal à partir en raison de la glace qui s'est formée dans le port. Dans les campagnes et les petites bourgades, certaines denrées comme le pain et le lait vont cruellement manquer. La population rurale va alors compenser cette absence en mangeant du foin bouilli prévu initialement pour les animaux de la ferme. Et si l'année 1816 est connue chez nous comme l'année sans été, aux États-Unis, elle a aussi le petit nom de l'année du maquereau. Cela est dû au fait qu'en l'absence de bonne culture terrestre, les États-Unis se sont tournés vers la mer et les produits de la pêche, dont le maquereau fait partie. De plus, comme pour l'Europe et l'Asie, l'éruption du Tambora aura un impact démographique sur les États-Unis, avec des populations qui vont majoritairement se déplacer en direction du Midwest en espérant trouver des terres plus fertiles et des conditions climatiques plus clémentes. Ainsi, le Vermont va perdre plus de 10 000 habitants en un an, alors que l'Illinois ou l'Indiana vont quant à eux voir arriver beaucoup de migrants internes ou externes aux États-Unis. Ces hausses de population dans ces deux territoires vont permettre dans les années qui suivent, et avec plein d'autres choses, à l'Illinois et l'Indiana de devenir des États fédérés américains. Si on grossit le trait, on pourrait par exemple dire que sans l'éruption du Tambora, on n'aurait peut-être pas d'Illinois et d'Indiana. En tout cas, la hausse de la population dans ces deux États fait partie des éléments qui leur ont permis de devenir des États fédérés. Et avant de passer au bilan de toute cette histoire, sachez que pour le continent africain, les données ne sont malheureusement pas suffisamment complètes pour comprendre totalement les conséquences de l'éruption du Tambora sur le continent. Tout ce qu'on sait, c'est que le climat africain a été totalement modifié sur les années qui ont suivi, avec des pluies excessives en Afrique de l'Est, des sécheresses importantes dans le sud du continent ou encore des baisses de température au niveau du Maghreb. On peut donc imaginer le même schéma que pour les autres continents.
mauvaise récolte, risques sanitaires, famine, pauvreté et déplacement des populations. La Terre, ou plutôt chaque continent, chaque gouvernement individuellement, se sont reconstruits après cette vague de conséquences terribles. Des conséquences sanitaires avec la diffusion de maladies à grande échelle, à une époque où les services de santé sont très loin d'être ceux qu'on a aujourd'hui. Des conséquences environnementales puisque les sols et la flore mirent des années avant de reprendre un état presque normal. Des conséquences économiques, la pauvreté a augmenté en masse en raison de la rareté de richesses qui faisaient partie du quotidien. Et des conséquences démographiques puisque de nombreuses populations ont dû fuir des zones de danger économique ou sanitaire afin de pouvoir survivre, entraînant de nombreuses migrations. Le cas du Tambora est ce qu'on peut appeler l'effet papillon. Sauf que le papillon est un volcan qu'on pensait endormi depuis longtemps et qui a décidé de se réveiller. Et tout ça s'est déroulé il y a seulement 200 ans. À l'échelle de la planète ou même de l'ère où l'humain est présent sur Terre, c'est rien du tout 200 ans. Ce bouleversement planétaire sans précédent nous rappelle que face à l'environnement, l'humanité a toujours été obligée de s'adapter, et non l'inverse. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier.